matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 78e épisode des Sommeliers de la lutte. Un épisode review et highlight du PLE de la WWE Bash in Berlin. Et c'est Maxime Berriard et encore une fois à l'animation en compagnie du pas tant célèbre Pierre Gastonrier. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, ça va bien, que me vaut l'honneur de ce gentil compliment. Écoute, on a eu des commentaires, t'es éclaté au sol, mon gars. Ah, il a fallu aller faire de la recherche. Merci pour ce commentaire de clairement un ado en Europe qui trouve que notre analyse... Est-ce que c'est... Ben, en fait, si jamais... en fait, si tu nous écoutes, c'est un peu toi... T'es un peu niaiseux parce que tu trouves ça éclaté au sol. Puis tu nous écoutes, c'est toi le pire. C'est notre accent, c'est notre contenu, c'est... C'est notre manque de jump cut, moi je suis certain. Ah, c'est ça. Parce que maintenant, là, sur Internet, là, faut avoir un intro où qu'on voit des résumés au début, puis qu'il y a 3-4 jump cuts, puis c'est les meilleurs moments. Là, on fait pas ça. Non. Là, on est comme vieille école, genre, ça a quasiment l'air d'un show de radio, ce qu'on fait. Ouais. C'est plate. Fait que Faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, puis faut prendre le temps de bien nous écouter. Puis, hey, tu peux pas nous écouter là, avant de t'endormir sur ton téléphone, là, c'est tannant. Tannant. Mais vous êtes quand même nombreux à nous écouter. Oui, c'est le fun. Un gros merci. Puis tu sais, mettez quand même des commentaires parce que ça a l'air de l'algorithme, même si c'est des commentaires. Oui, merci. Au sol. Même si tu vois si on est éclaté au sol. C'est ça, merci du commentaire. Commentaire, c'est un commentaire, on va le prendre. Négatif, positif, nous on est toujours positif anyway, fait qu'on est content. Exactement. Fait que n'oubliez pas, mettre des likes, mettez tout ça, ça l'aide l'algorithme à faire découvrir notre contenu à des jeunes ados français. Fait que continuez comme ça. Toi, ta semaine, comment ça a été, Pierre? Ah, ça va bien, je suis en processus de dépenser beaucoup d'argent parce que au public, c'est trop long. Je suis en processus d'aller chercher un CPAP parce que je fais de l'apnée du sommeil. Ça doit faire, j'ai 34 ans. Ça doit faire une bonne trentaine d'années que j'ai pas eu une vraie nuit de sommeil. J'ai passé un test, une analyse pluguée avec une genre de montre qui était pluguée sur mon chest. Et j'arrête de respirer 43 fois dans une heure pendant la nuit. Fait que... c'est ça. Tu viens de ta dernière bonne nuit à 4 ans? Environ. Le lendemain, t'étais paisible. Ouais, c'est ça, j'étais tout bien. Puis là, un moment donné, j'ai commencé à faire la nuit puis arrêter de respirer. Fait que... C'est ça, fait que je suis en processus de... Je dis que j'aimerais ça aller ici au Canada pour les gens qui nous écoutent en Europe. Notre système de santé est gratuit, mais est très slow. Il est très lent. J'ai déjà envoyé 2 fois des demandes. J'avais une prescription pour avoir un pneumologue. J'ai jamais eu de suite, jamais eu de suivi. Et j'aimerais ça être en santé. J'essaie de prendre soin de moi et d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Ça aide beaucoup à l'énergie, aux maux de tête, à la concentration. Fait que tu rajoutes un TDA par-dessus un manque de sommeil, par-dessus le stress de la vie. C'est tough passer au travers de mes journées quand t'es moi dans ma tête. Et en plus, cette semaine, en fait, samedi passé, il a fallu écouter un pay-per-view qui était correct. Fait que ma concentration était... difficile à être là. Fait qu'un CPAP, oui, je vais dépenser de l'argent, mais ça va être peut-être ça pour éclater au sol. Je parle comme une charrue. Ça va faire du bien à mon système. Je crois être capable d'avoir des bonnes nuits de sommeil. C'est de rattraper un peu ma santé là-dessus. Fait que voilà ce qui se passe dans ma semaine. Je fais des tests, puis j'ai des résultats. Quand même, 43. Je suis au-dessus de la moyenne, j'espère. Fait que je me trouve bon là-dessus. Écoute, ça va devenir comme Darth Vader, c'est le fun. Oui. Moi, je reste dans le déni. Moi, à chaque fois que je vais chez mon ostéopathe, il est comme, moi, tu fais de l'apnée du soleil. Et je te sens quand je te touche. C'est des chamans, ces gens-là. Ouais. Puis il dit, comment, toi, tu fais de l'apnée du soleil. Puis je dis, non, j'en fais pas. Fait qu'un jour, quand ça deviendrait très problématique, je serais peut-être comme toi. Et j'irai m'acheter une boîte pour devenir Darth Vader. Yes. Moi, de mon bord, c'est les allergies en ce moment. Fin août, début septembre, je vais vous écouter plus tard. Et c'est vraiment des allergies dans l'année. Il y en a, c'est comme au début de l'été. Moi, c'est tout le temps à la fin de l'été. Les foins, tout ça. Ça me pogner dans la gorge, dans les yeux, dans le nez. Fait que là, ça pique partout dans des endroits où c'est plate, où ça pique. Fait que c'est ça, dans la gorge. Toi, t'as tes allergies dans le raie. Waouh, c'est fantastique. Exact, dans le raie.
Fait que ça ressemble à ça, nous, là, notre semaine. Et vous, de votre côté, ben, on a eu plein de commentaires, le fun. D'abord, Nico Thibault qui dit bon retour à Max, Ben le oui. bébé, la nouvelle demeure, là, les godos. Le gars pouvait bien avoir de la broue dans le toupette, crise de vierge. Cheers à Ellie pour avoir pris le relais, effectivement. Merci, Ellie. Sinon, il y a une question, hein. Il y a Sean Lépine qui nous demandait, qui nous a demandé en fait où qu'on regardait la AEW parce qu'il aimerait s'y intéresser. Yep. Fait que, écoute, on va répondre à tout le monde en même temps. Là. La AEW, nous, on est au Canada. Hein. Fait que nous, au Canada, ça joue à TSN 2 les mercredis en direct, à moins qu'il y ait trop d'affaires. Là. Mais d'habitude, TSN 2, sinon ils vont le rediriger. TSN, pour mettre les gens en contexte, là, c'est le Much Music de MTV. Fait que TSN, c'est comme le Much Music d'ESPN. Je sais pas si. En tout cas, puis RDS, c'est le Musique Plus de. Regarde. Prenez l'info. C'est ça, c'est des postes de sport. On a bien des postes de sport au Canada. TSN 2. Puis sinon, si vous voulez directement sur les postes aux États-Unis, si vous avez jamais un câble qui se rend partout, mais ça joue sur TBS les mercredis à 20h. Puis pour les collegians, ça joue à TNT, encore une fois aux États-Unis, normalement à 20h. Je pense pas que ça joue au Canada pour un poste canadien collegian. Fait que moi, je vais le chercher directement d'un poste américain TNT. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, c'est sur les chaînes YouTube, vous pouvez aller directement sur la chaîne de All Elite Wrestling. Ils mettent des gros segments quand même. Souvent, c'est souvent le dernier tiers du match qui va être mis pour voir la finale. C'est souvent les moments intéressants pour des matchs télé. Fait que ça vaut vraiment la peine. YouTube, très très bon. Sinon, moi, je ne vais pas regarder ma lutte de façon illégale sur Google en tapant Watch Wrestling. Je fais pas ça du tout. C'est pas la façon que moi je prends pour aller regarder ma lutte. Fait que si jamais vous aussi voulez pas regarder de la lutte de façon illégale sur des sites un peu louches, ne tapez pas du tout sur Google Watch Wrestling et avec quelques sites qui devraient sortir là puis il y en a tout le temps 2, 3, 4 comme ça, faites attention, des fois ces sites-là de ce qu'on m'a dit, ces sites-là peuvent avoir des virus, fait que faites bien attention. Fait que moi c'est pas de même que je le regarde du tout. Non. Effectivement. Puis, sinon, autre que ça, c'est ça. Vous pouvez regarder les sommeliers de la lutte. On met des petites images pour résumer les affaires. Évidemment, hein, c'est pas la même chose, mais je pense nos images plus les résumés des chaînes YouTube. Tu peux si j'avais pas la télé, là, ça permet de regarder le produit. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Et finalement, il y a un autre commentaire de Pierre-Paul qui. Un gros props à Ellie qui est remplacé pendant quelques semaines. Je te laisse le lire, Pierre. Ellie, si tu nous regardes en ce moment, je pense que tu mérites des chants. Thank you, Ellie. Thank you, Ellie. Thank you, Ellie. Merci, Pierre-Paul. Oui, mérite 1, 2, 3 chants. Mérite toutes les chants. Elisabeth qui était là en remplacement de Max il y a pendant 4-5 épisodes. 4-5 épisodes, ouais. Merci encore, Ellie, d'avoir été la sommelière. Une vraie. T'es plus juste une sommelière invitée maintenant, t'es une vraie. T'as ta badge, tout. On va t'envoyer ton petit jacket avec les épaules. Les patch, c'est ça. On t'a invité à la rencontre annuelle qu'on fait. Et on va commencer cet épisode-là de retour avec tout d'abord le classique. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? Je me suis basé sur les PLE, les Premium Live Events qui se sont passés dans la dernière année en dehors du sol américain ou en dehors du sol de l'Amérique, là, pas des États-Unis, mais du continent de l'Ouest. Et je me suis concentré dans les villes ou les pays plutôt qui ont accueilli des PLE en Europe. Donc, qui le fait mieux, d'après vous? Qui a mieux accueilli ou qui était le meilleur public de PLE en Europe entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France? D'après toi, Maxime, qui le fait mieux? Écoute, moi des trois, j'étais obligé de dire la France. La France a été très 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 vocale également. On dirait parti le bal. On n'a pas eu. Je pense à Scotland c'était bien, mais on dirait, je sais pas, il manquait la petite magie. Allemagne c'était très bien. Oui, c'était cool. On avait les chants en allemand. Moins variés comme chant, mais les chants revenaient, puis c'était quand même énergétique. Là. Exact. Fait que, non, mais exact, mais la foule clairement. Fait garder son énergie tout le long du PLE, fait que ça a bien été. Mais en première position, j'ai obligé d'y aller avec la France, qui ont comme été fous à SmackDown, qui ont été fous même dans les countdowns à l'extérieur. Tout ce qui a été produit pendant cette semaine-là a été incroyable au niveau de l'énergie de la foule. Fait que bravo à la France, qui, encore une fois, je le dis,
selon moi, dans le top 3 des meilleures foules que j'ai vues à de la lutte, là. C'était quand même assez incroyable. Fait que moi, je vais aller vers ça. On n'a pas mis l'Australie. Hein. Je pense que c'est juste les PLE de l'été que tu as mis dans ton choix. Exactement. Faut faire un choix. Mais parce que est-ce que l'Australie aurait pu détrôner la France? L'Australie était quand même le fun aussi. Ouais. Moi, j'ai quand même bien aimé l'Australie, surtout avec Rhea qui était là. Oui. C'est un plus gros stade aussi. C'est plus dur d'avoir un feel, par exemple, de la foule, exact. Mais c'était quand même assez intense. Pas plus grosse énergie, une énergie différente, mais moins vocale peut-être que la France. Ouais. Fait qu'à la télé, plus c'est vocal, plus on le ressent, j'ai l'impression. Là. Ouais. Effectivement. Toi, tu y vas avec qui? Avec la France, moi aussi. Là, Backlash Backlash qui est tout le temps, qui est pas nécessairement un bon pay-per-view habituellement, vu qu'on revoit un peu les matchs qui s'est fait il y a un mois à WrestleMania. Cette fois-là a été complètement le fun à regarder. Ça a été l'énergie d'un bout à l'autre. Ce qui s'est passé à Clash at the Castle et Bash in Berlin était aussi très très bon. T'sais, quand on a l'habitude d'écouter la lutte de télé, de semaine, à Raw, à SmackDown, où la foule est là, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Quand on finit par regarder un produit qui est réalisé en Europe, on fait comme, OK, ben, ça paraît que les stades de foot sont toujours remplis avec cette énergie-là, parce que c'est ce qui est apporté, c'est ce qui est là, c'est ce qui est transposé dans la lutte. Puis cette énergie-là fonctionne tellement bien pour la lutte que c'est juste magique à regarder. J'ai l'impression que de transposer du football américain, cette énergie-là, vers de la lutte, ça fonctionne un peu moins, c'est un peu plus passif. Un peu, ceux qui sont intenses sont très intenses, tandis que le football européen, c'est un bout à l'autre. Je sais pas si tu as déjà été au stade Saputo à Montréal voir un match de Feu Impact qui est FC Montréal maintenant. Moi, j'en reviens pas comment il y a aucun moment mort. C'est tout le temps un chant par-dessus l'autre. Même si le jeu est un peu plate, il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde debout qui chante. Puis j'ai l'impression que ça se transpose très très bien à la lutte avec la France qui, pour moi aussi, le fait de façon... Ben en fait, le fait mieux. Parce que c'est ça le but de ma chronique, savoir qui fait mieux. Laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, qui le fait mieux entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et ou la France. Ou peut-être un autre, hein? Si on brise les murs de 2024 et on s'en va ailleurs, est-ce que pour vous, c'est l'Australie? Est-ce que pour vous, c'est le Canada? Parce que le Canada n'est pas aux États-Unis, on n'est pas habitué de voir le produit autant à ce moment-là. Est-ce que Toronto, pour vous, était la meilleure foule? Ou Montréal a été la meilleure foule? Laissez-nous savoir dans les commentaires, à savoir qui le fait mieux. Et on va enchaîner ça avec les réponses au questionnaire PLE. Alors, c'était un questionnaire qui a été moyennement réussi. Autour de 60%. Aïe. Ouais, pour les résultats de la moyenne. Mais les gagnants, et je dis les gagnants parce qu'il y a eu une triple égalité en première position à 37 points chacun. Fait que les trois ravient la première position. Et on a Pierre-Olivier G. Bravo. Johnny Play. Ainsi que Jason. Fait que bravo à vous trois messieurs. Vous avez fait 37 points sur une possibilité de 51. Et tu sais, ça a quand même été bien réussi, somme toute. Mais les petits éléments, je sais pas, on dirait que les réponses tombaient dans les cracks. Hein, par exemple, dans le pre-show, il y avait juste 2 questions, mais c'était combien il y allait avoir de segments ou avec des lutteurs, tout ça. Et personne n'a eu la bonne réponse. C'était entre 11 et 15. Fait que, tout le monde en a mis comme différentes. Fait on a quand même perdu des points à plein d'endroits dans des petits trucs comme ça. Fait que c'est pour ça que les points sont plus autour de 60%. Mais félicitations à vous trois. Vous inscrivez vos points au classement général. Nice. Et ce n'est pas cependant suffisant pour déclasser Elisabeth, qui est encore en première position au classement général, mais qui tranquillement pas vite, hein, ça fond... Ça fond comme au soleil, puis on se rapproche. Correct, ça, c'est correct. C'est encore quelques pay-per-view. C'est tout le temps, c'est comme la lutte, hein. On court après le championnat, puis faut détrôner la personne qui est au top. Moi, ça m'a mis un peu en maudit, parce que moi, j'ai mis que le pay-per-view allait durer entre 2 et 3 heures. Le pay-per-view a duré 3h05. 3h07. J'ai perdu un point direct là. Je regardais le temps qui défilait. Les secondes, j'ai comme, il reste pas longtemps, vite, finissez ça! Coupez le feed! Non, mon petit point qui est parti. Surtout que le dernier match, Tabarouette, il te restait beaucoup de jeux, mais finalement, ils ont comblé le temps. Il me restait 48 minutes, mais là, les entrées, juste les entrées, puis le début du match, ça a duré 20 minutes. On va revenir. On va y revenir. On va y revenir, et on va commencer ce retour sur cette carte au complet de Bash in Berlin, qui, règle générale, moi, ça a été un des plus faibles des derniers mois. Oui, je pense que c'est le plus faible depuis Mania, là.
Ouais. C'est pas été mon préféré au niveau de la lutte, au niveau des histoires. C'était très storytelling, cependant, comme pay-per-view. Oui, mais il y avait storytelling qui avance pas tant que ça fait évoluer les personnages un peu, mais pas tant non plus. C'est très transitoire, là, comme... J'ai l'impression que le prochain pay-per-view va être là, quelque chose de plus. Là. Ouais, on dirait qu'il manquait un petit côté lutte que moi je préfère, là, de technique ou un bon rythme de match, tout ça. On dirait qu'on était dans des paces très lents tout le long du pay-per-view. Puis des fois, c'est le fun d'avoir justement un match plus à la lucha, à la lucha libre qui arrive dans le milieu pour revenir ramener du rythme, tout ça. Mais là, on dirait que tous les matchs étaient quand même dans une cadence un peu plus lente. Ouais. Donc c'est ça. Ça n'a pas été mon préféré, moi, de mon côté. Je pense que toi non plus. Puis, je suis à la même place. À la même place. Ouais. Direz dans les commentaires vous comment vous l'avez trouvé. On commence pendant avec le pre-show. Hein, depuis WrestleMania, les pre-shows ont été vraiment réimaginés de manière plus le fun. Il n'y a pas de match, mais au moins il y a du contenu exclusif. Au moins il y a des capsules, au moins il y a des entrevues. Que ça te met un peu en haleine sur ce qui s'en vient. Ça a vraiment l'air d'un pre-show de sport, en fait. Avec une table de commentateurs, des entrevues d'avant-match, un peu des retours sur des histoires. On est moins dans un format genre... si tu n'as pas vu le pre-show, tu n'as rien manqué. Fait que, il manque quand même des petits éléments. Cependant, il n'y a rien que j'ai trouvé incroyable ou comme le fun à noter. Les entrevues d'Orton, t'as quand même le fun. Il brisait un peu le kayfabe en disant, surtout au niveau de son retour, le fait d'avoir été un peu upstagé par CM Punk, parce que les deux sont revenus lors de Survivor Series. Fait que Michael Cole lui a posé des questions là-dessus. Il était comme, j'avoue que sur le coup, ça c'est ce qu'il disait, là, ça l'a un peu fâché de se fait voler un peu le spot, mais avec le recul, il s'en fout puis il en rit maintenant. Mais c'est vrai que sur le coup, il était pas le plus heureux de s'être fait un peu voler la lumière par CM Punk qui revient après 10 ans de son retour. Parler de sa blessure également. Puis sinon, le match, l'entrevue entre KO et Cody ressemblait un peu à comme on a monté le match lors des segments in-ring à SmackDown, tout ça. Fait que rien vraiment nouveau que j'ai trouvé dans celui-là. Il y avait un truc qui est le fun qui était une espèce main event menu. Fait que là, c'était Miz qui se promenait dans Berlin et qui goûtait les trucs. Fait que ça, c'est quand même le fun. C'est cool. Côté touriste. Fait que tu mets un lutteur dans. Il y avait également Kevin Owens qui avait fait ça en France. Tout ça. Oui, c'est vrai. Fait que ça permet de montrer un peu la culture. Puis vu qu'on est dans des pay-per-view internationales, c'est le fun de montrer cette culture-là. On pourrait prendre là, on prend l'angle de la bouffe, mais ça aurait pu être un angle des attractions touristiques, des beaux endroits artistiques. Fait que je trouve que c'est une bonne idée, ça, qu'ils pourraient refaire. Mais somme toute pas rien de mémorable. Là. Je vous conseillerais pas nécessairement d'écouter ces 2 heures-là pour ces 2-3 capsules-là. Ils ont refait un vidéo package, j'ai vu de Braun Strowman, mais version monstre. Là. Ok. Fait que, il retourne un peu à sa vieille gimmick. Un peu dans sa vieille gimmick, où il levait des gros trucks et des affaires impossibles à lever. Mais avec un montage, c'est quand même efficace pour montrer un peu le personnage. Est-ce que là, on va y revenir la semaine prochaine sur toute la lutte, on va avoir de la lutte à rattraper en tabarnane, mais à Raw la semaine passée, il s'est complètement fait déconcrisser par Bronson. Reed, est-ce que c'est un peu un changement de personnage à ce moment-là? Un peu un changement de cap pour The Monster Among Men? Ça se peut, mais écoute, la gimmick revenait très à celle où il était un peu surhumain. Dans le vidéo package. Je me demande si c'est pour ramener cette version-là de Braun. Que moi, qui me faisait rire quand même. Moi, quand il levait des trucs beaucoup trop lourds que c'est impossible qu'ils soient capables de lever, mais qu'on y croit, j'étais comme, non, c'est bon, ça marche avec la lutte. J'ai l'impression que là, le timing serait bon. Il a été poussé à un moment où tout le monde détestait Roman, où Roman et lui étaient poussés, où il y a Brock Lesnar qui était là-dedans aussi. Mais Brock Lesnar jouait le méchant, mais on aimait Brock, mais on n'aimait pas Roman. Les rôles n'étaient pas bien placés. Puis j'ai écouté Braun. Il y a main event comme 4 pay-per-view de suite en 2018, là, maintenant cette année. Fait que peut-être que oui, il rapportait cette vieille gimmick-là qui fonctionnait, mais dans un environnement plus protégé ou plus le fun pour être intéressant pour lui. Fait que, tant mieux, parce que qui est pas mauvais, c'est ses genoux. Il lâche pas. Ouais, vraiment. Fait que ça ressemble à ça pour le pre-show. Fait qu'on y va avec la carte principale. La foule était effectivement en feu lors de ce début-là. On commence avec Cody Rhodes contre Kevin Owens. Un peu de manière surprenante. Plusieurs personnes dans le questionnaire avaient mis que ça allait être potentiellement le main event, mais on y était avec la saveur locale plutôt. Oui. Donc, la meilleure place, si tu n'es pas le main event, c'est d'ouvrir la carte et c'est ce qu'on a fait avec Cody et Kevin. Écoute, c'était des gros chants en début, avec le classique, celui qui revient souvent en Europe, hein, Cody Rhodes sur l'air de Daddy Cool. On l'a mis, beaucoup de chants en allemand également.
Ouais. Que je comprenais pas, mais selon la traduction que les commentateurs disaient, il paraît qu'ils criaient Welcome to Berlin. OK. Puis In Your Face, In Your Face. Mais In Your Face. Ah, et c'est In Your Face que celle qui revenait souvent, c'est. Ouais. OK, In Your Face. OK. Fait que ça ressemble à ça. Fait que début de match un peu classique, là, les deux s'étudient. Les deux tentent de faire leur mouvement un peu classique sans vraiment réussir. Cody, on s'entend en début de match, il essaie de placer beaucoup son Cody Cutter. Ouais. Fait que c'était ça qui était essayer de placer, puis ça va revenir un peu plus tard où il va finalement réussir à le placer. Et ouais, on dirait qu'on n'a pas construit non plus tant en début de match le côté. Est-ce qu'il va être méchant ou. Qui est méchant, qui est gentil là-dedans. Ouais, qui est méchant, qui est gentil. Puis la seule fois où on l'a peu fait, c'est lorsque Cody, après avoir fait un mouvement, va un peu dans la face de Kevin. Puis il va un peu frapper son front. Puis là, Kevin n'aime pas ça, le pouce. Qu'est-ce que tu fais? T'es bien intense. Calme-toi, mon gars. Et ça semblait peut-être dire, est-ce que ça va être ça aurait été une très grande surprise, mais un turn de Cody. C'est lui qui avait un petit peu plus le côté feu dans les yeux. C'est ce que je disais avec Ellie, quand on a fait les prédictions, c'était avec Ellie qu'on a tourné cet épisode-là. Et moi, c'est c'est pas ce que je prévoyais, mais c'est ce que j'aurais aimé voir à ce moment-là. C'est un turn de Cody. On s'y attend pas, on arrive du champ gauche, on est capable de continuer à construire le personnage qui est un peu. En même temps, c'est moi qui le trouve beige, là, puis cette coche-là, elle dure depuis un mois, là, où Cody... Les gens, ils l'aiment. Toi, tu le trouves les gens blanc, l'aiment. ben, C'est beige, gris-beige, là. Un mur d'hôpital. Fait que ça, il y a plusieurs tentatives de Cody Cutter qui fonctionnent pas. On est dans un match un peu dans la vitesse Cody Rhodes, plus que dans la vitesse Kevin Owens. Complètement. C'est Kevin, lorsqu'il décide qu'il prend les rênes d'un match, ça y va, là. C'est un peu plus un pace rapide. On est un petit peu dans un pace à la Cody où on place chacun des mouvements, on essaie de le faire. Il y a une couple de belles séquences où tu sais, Cody, il y a un moment donné où Cody fait un dive en dehors du ring, puis KO, comme il l'arrête, puis il tasse un peu sur le côté, il intercepte un peu la dive. KO qui monte tout de suite sur l'apron, puis qui fait un cannonball en sautant en dehors du ring, à partir du apron. Après ça, les deux retournent dans le ring. Cody finit par avoir le dessus sur Cody, Cody qui pogne le dessus sur KO, oui, et Cody qui refait son dive. Fait que tu sais, ça a été bien... quelques bouts ont été bien pensés pour faire comme, OK, ben, j'ai l'idée de connecter ce move-là, je sais pas comment je vais me rendre, mais je vais réussir à le faire. Fait que, tu sais, c'est un peu ce qu'on a cru aussi avec le Cody Cutter, où il fait comme, je sais que ça va marcher, je sais que je vais être capable de le connecter à un moment donné, faut juste que je le place bien au bon moment dans le match. Fait que ce côté-là est quand même très, très, très bien. C'est très basic comme match de lutte, mais tu sais, les deux sont bons là-dedans. Fait que ça fonctionne quand même. J'aurais aimé ça voir, moi aussi, un pace un peu plus rapide. Mais dans l'ensemble, le match fonctionne quand même très bien. J'aurais aimé ça... Ça dure peut-être 5 minutes de plus, être capable de nous installer des histoires comme Cody et Kevin sont capables de nous le faire. J'ai l'impression que ça n'a pas été long, le match. C'est peut-être parce que je moins intéressant. T'es sur mute. On est à 23 minutes au niveau du match. Fait que, tu vois, moi, je pense que j'aurais pris... Ouais, je pense que j'aurais pris 5 minutes de moins, mais plus vite. C'est peut-être ça. Plus vite, moi, de mon bord. Disaster Kick a été placé à quelques endroits. Également un super beau Frog Splash vers l'extérieur. De Kevin Owens comme capable de faire. On a eu le classique un peu KO qui fait son brainbuster lorsque la personne vient essayer de le faire un souplex de la deuxième. Mais non, ça marche jamais. Brainbuster qui est... Fisherman Brainbuster, ouais. Fisherman Senton. Ouais, il y a également un Fisherman Senton super beau là, avec Cody sur les épaules qui se pitch par en avant. Ça également c'était super bien fait. Il y a eu un beau brainbuster également sur le genou que KO a appliqué. Ça également c'était super bien fait. Après justement le Fisherman Senton là, de la deuxième on a commencé à avoir le chant des 6 ensemble effectivement c'était quand même des beaux mouvements à ce moment-là. Quand c'était KO qui avait l'avantage, j'y préférais ces moments-là d'action plutôt que quand c'était Cody qui avait le momentum. Ensuite il y a eu une espèce de Cody Cutter qui a été contré en stunner, qui a aussi été contré en crossroad pour une tentative de pin. 1-2, simplement 2 et après, un peu vers la fin du match, un classique, genre on se bat comme si on se battait une bataille de hockey, les deux font juste se frapper. Et tout le long du match, également dans le pre-show, on parlait d'une blessure potentielle de Cody au genou. Je pense que c'était au niveau kayfabe qu'on la mettait. Et ça vient un petit peu coûter en fin de match, il y a un peu cette histoire-là qui est racontée. Cody se tweak le genou sur le coin et là,
Kevin a sa chance de venir attaquer le genou, venir un peu finir le travail, faire le pin, mais décide qu'il ne le fait pas. Donc, on raconte cette histoire-là que c'était une des questions questionnant est-ce que Kevin allait être méchant. Eh bien non, il a même respecté la blessure. Tu sais, ça, c'est au-delà de pas être méchant. Là. Il voulait pas faire mal à son ami, puis il voulait pas profiter de cette blessure-là et l'attaquer. Il y a même... il y a eu... Est-ce qu'il va faire son powerbomb sur le bord du ring? C'est vrai, il l'a pas ça fait, aussi, finalement. ouais. Et ça a permis un peu toutes ces hésitations-là à redonner un peu la chance à Cody de revenir dans le match et d'enchaîner différents... il y a eu un stunner qui a été kick-out, il y a également eu plein de crossroads qui ont été kick-out, mais au final, le 4e, je crois, crossroad du match a été le bon pour la victoire. Fait que un match où il n'y a pas eu de turn, il n'y a pas eu rien, on est quand même resté dans la gentillesse, qui est un peu surprenant dans le build qu'on a fait. Fait que est-ce qu'on regarde ça au prochain SmackDown, le turn? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Là, on vient de donner une bonne raison de Kevin Owens de tourner. Je crois, où il est pas content contre lui-même, pis c'est la haine contre lui. C'est pas contre Cody, c'est vraiment contre lui. Fait comme, j'aurais dû, finalement, attaquer le genou. J'aurais dû faire le powerbomb sur l'apron. J'aurais dû. Ça fait 7 ans que j'ai pas gagné un titre en simple. C'est de ma faute, c'est moi. Fait que je vais te péter. Je veux plus être le gentil gars. J'ai besoin d'une ceinture. Je vais tout faire ce qui est dans mon pouvoir, même si... Tu sais, pas un vrai méchant, mais juste tellement de haine contre lui-même. Qui va... Un petit retour aux sources là, pour exactement. Kevin Owens. Exactement. Puis moi, au niveau du booking, le seul truc que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que vu qu'on commence à vendre le genou, à la fin, ce qui coûte, si on veut, le dernier Crossroads, c'est lorsque Cody lève les genoux sur un Swanton de Kevin. Ouais. Et que par la suite, on va enchaîner. Fait que tu sais, on vend le genou tout le long, mais finalement, c'est un contre en levant les Avec genoux. les genoux. Fait que je pense que j'aurais peut-être utilisé une autre manière de faire le contre ou de placer cette fin de match-là. Je la trouvais plus ou moins logique vu qu'on vendait le genou puis que c'est le genou qui vient. Fait que c'est pour ça que moi, de mon côté, c'est comme des petits détails comme ça qui font que j'ai moins apprécié le booking du match. J'ai trouvé un petit peu moins logique que d'habitude lors des matchs à la WWE, que je trouve souvent sont très logiques. Celui-là, je les trouve un petit peu moins logiques. Surtout venant des deux des meilleurs storytellers de match. Ouais, vraiment. Je trouve ça bizarre que c'est peut-être l'agent, c'est peut-être un producteur qui a fait comme non, c'est ça qu'on veut, on veut une shot à la caméra pour ça, fait que vous allez le faire peu importe. Puis les gars vont dire ben oui, on va écouter les patrons puis on va le faire. J'espère que c'est ça. Ouais, fait que dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là dans les commentaires, si vous l'avez apprécié ou pas. C'était quand même, c'était pas mauvais, mais il manquait de magie. Oui, je suis d'accord. Comme je pense que c'est le thème du pay-per-view en général, manquait de magie. Manquait de magie. Et le deuxième match, qui était le match en équipe féminine pour les ceintures par équipe, Unholy Union, Alba Fire et Isla Dawn contre Bianca Belair et Jade Cargill, qui avaient finalement leur rematch à 2 contre 2. Il y avait seulement 2 équipes dans le match et non pas une troisième qui vient tout foutre la merde et voler les titres. Et un peu... écoute, le match a quand même bien commencé. J'ai vraiment senti Bianca Belair prendre le rôle de vétérante dans ce match-là. 100%. Même quand il y avait des petits botches, c'était comme Bianca qui faisait non, gars, on l'a manqué, on le refait. On le refait de cette manière-là, puis qui à plusieurs moments, puis malheureusement, il y a encore eu beaucoup de botches dans ce match par équipe-là. Des deux côtés. Moins évident, moins gros, centré là-dessus, c'est plusieurs petits. Non, c'était pas des grosses erreurs de blessures, c'était juste des petits enchaînements ratés, ici et là, qui venaient un peu briser le rythme de ce match. C'est une amélioration à ce qu'on a déjà vu de la part en soulignant Jade Cargill qui avait fait des erreurs un peu plus gros dans d'autres matchs d'envergure. C'est un peu plus c'était pas tant Jade non plus. Non, c'est un peu tout le monde. C'était un peu tout le monde dans les trois un peu plus rookies ou qui ont eu le moins d'expérience en haut. Je sais pas si c'est le stress, tout ça. J'ai trouvé Fire quand même très bonne quand le plus d'expérience un peu Fire sur l'Indie. Ouais, puis je pense que le in-ring était meilleur. Il y a 2-3 trucs. Entre autres, la manière s'est propulsé en saut dans le vide entre les deux cordes sur Jade Cargill, qui j'avais oublié, je sais pas qu'elle se faisait accrocher. Mais elle était zéro en position de réception. Mais Fire a quand même vendu ça super bien. Pas de blessure, rien. Fait que ça, j'étais comme, ok, bravo Fire, t'as été excellente là-dessus parce que Jade, je pense qu'elle avait oublié que tu étais supposé pitcher dessus.
Fait que ça, Moi, c'est super beau. ce que j'ai souligné au début, puis ça part dans les entrées, les deux ont pas rentré en même temps, ou sont pas attendus pour descendre Ouais. dans le ring. Leurs moves qu'ils font au début avec les muscles et tout ça, un peu le signe de Wakanda Forever, et les muscles, on montre qu'on est musclé. Ils l'ont fait un peu détaché. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'union qu'il y a déjà eu dans cette équipe-là. Fait que, moi, c'est un... Je sais pas si on veut nous raconter ça, si c'était fait Je pense que par oui, exprès. parce que même dans le pre-show, on a eu une mini-entrevue entre les deux où ok. les deux ont pas le même discours. Donc, Bianca était très, un peu plus, tu sais, comme au hockey, genre, tu veux jamais, ou n'importe quel sport, là, tu veux jamais attiser les foudres de l'adversaire, là, en disant qu'ils sont pas bons, pis nanana. Fait que, tu sais, Bianca avait plus un rôle à donner des fleurs à Unholy Aliens. Puis là, lorsqu'on allait aux questions face à Jade, elle était comme, moi, je m'en fous d'eux autres, sont pas bonnes, on est meilleurs. Fait que t'avais vraiment une petite dichotomie dans les deux. Les deux, ils étaient pas sur la même page. Fait que Jade était un peu plus agressive dans sa manière de répondre aux questions, alors que Bianca était plus politiquement correct. Et sur le ring, je pense aussi que c'était ça. Bianca tentait de faire de son mieux, alors que Jade était plus physique. On va leur faire mal, on va les blesser. Ouais. Puis même dans l'entrée, ben, on sent cette petite séparation-là. Puis j'espère que c'est Jade qui va tourner. Ça va lui être très, très bénéfique. Je pense que ça va l'aider à monter au prochain niveau. Puis la lutte va suivre. Techniquement, si on prend exemple d'une Anna Jay qui est... oui, Anna Jay qui, quand elle a tourné... Non, excuse-moi, c'est Sky Blue. Quand elle a tourné, même affaire avec Julia Hart, quand elles ont tourné heel, le personnage est plus clair, c'est plus facile, t'as moins besoin de réfléchir tout le temps, fait que la lutte devient plus naturelle, devient plus fluide à ce moment-là. Fait que j'espère que c'est la même chose qui va se passer du côté de Jade Cargill, qui va devenir une petite coche au-dessus pour être la lutteuse qu'on sait qu'elle est capable d'être. Elle a un talent incroyable, c'est naturel, faut juste être capable de bien l'encadrer, puis j'espère que le turn pourra apporter. Bianca Belair, c'est la personne pour avoir une feud éventuelle en simple, pour être capable de la protéger, être capable de jouer alentour de ses faiblesses, puis la bien faire paraître à partir de là. Fait que ça va sûrement venir un moment donné. J'espère que c'est vers là qu'on s'en va. C'est sûr, ça s'en vient. D'après moi, ça va être le test final pour Jade pour voir si elle est capable de voler de ses propres ailes. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, elle apprend un peu la vie de tournée, la vie à l'extérieur, comment être en shape, aller à différents gyms dans différentes villes. Fait qu'on dirait, il y a tout cet apprentissage-là qu'on voit pas devant l'écran, mais qui est comment être un lutteur de manière internationale, puis de voyager, puis d'avoir gardé des bons rythmes et des bonnes habitudes de vie. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on la place avec Bianca. Puis dans le post-show, dans la conférence de presse, ça a un peu été mentionné dans une des questions que oui, il y a le côté in-ring où elle apprend, mais où qu'elle apprend le plus de Bianca, c'est l'espèce de rythmique ou l'espèce c'est être sa coche sur la route tout le temps, comment le faire. Parce que c'est ça, quand t'as jamais fait ça, ben d'avoir quelqu'un qui te prend sur son épaule, tout a changé les chambres d'hôtel, tout ça, fait que c'est évident. Bref, si on vient au match, le match était très... On tente d'isoler Belair. Fait que les deux, Unholy Alliance tentent d'isoler Belair tout le temps. Unholy Union, juste dans Alliance, mais Union. Tente d'isoler Belair. Et à plein de moments, Jade tente de venir un peu contrecarrer ça ou être 2 contre 2, mais l'arbitre l'arrête tout le temps. Tu sens qu'elle est frustrée, tu sens qu'elle n'est jamais capable. Puis pendant que l'arbitre est frustré, pendant que l'arbitre empêche Jade, mais là, les deux en profitent pour tricher. Fait que c'est un peu le match classique méchant en équipe qu'on fait. Il y a un super beau springboard encore de Fire qui va sur Jade, puis après qui retombe en DDT avec Bianca Belair. C'est beau fait. Ça. On se rend finalement au hot tag de Jade. Jade, maintenant, quand elle rentre, elle fait plus un springboard, vu qu'elle s'est cassée la gueule une fois. Maintenant, elle fait juste rentrer. C'est correct, ça. Ouais, exact. Et avant le... C'est ça, l'espèce de... C'est là qu'on a eu beaucoup de manque de cohésion ou de finition. Fait. Des fois, il y avait des briseurs de pin, la personne arrivait en retard. Des fois, le finisher, on était placé. Surtout à ce point-là dans le match, c'est un feu roulant. Là. C'est move après move, parce qu'on s'en va vers le finish. Fait qu'il faut que tout soit tight. Puis... J'ai l'impression qu'on a comme fait un booking trop complexe pour l'expérience que tout le monde avait dans le match. Tu sais, mettons, c'était comme un booking un peu à la FTR contre DIY, par exemple. Mais on n'a pas du monde qui a autant d'expérience pour bien exécuter l'entièreté des transitions que ça demandait cette fin de match-là. Peut-être Ce qui fait que
c'est un tantinet brouillon, cette fin de match-là. Cependant, on termine avec un super beau finisher, qui est leur finisher là, de Bianca et de Jade. C'est beau, pour ça. le compte de 3. L'espèce de. On fait un premier mouvement, ensuite on la pitch les pieds pour un espèce de souplex. Souplex, ça, par la c'est suite. beau. Ça n'a pas de nom, hein, de ce que je sache encore. Ce Qu'une mouvement-là. espèce d'idée, ça n'aura peut-être jamais non plus. Pourtant, c'est un Exact. très beau move d'équipe. Là. Ah oui, c'est un vraiment beau move débit. Puis c'est ça, tu sais, vraiment Bianca qui a été vétérante à travers tout ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un petit problème, t'as voyais parler, t'as voyais dire au fait, ok, on reprend un petit peu cette séquence-là d'une autre manière. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'était sur une fin de finisher où Unholy Union faisait leur finisher, puis on a eu un petit problème dans la transition. Fait que là, on a juste ça, ok, parfait. Je te reprends, je sais comment que t'appliques ton mouvement, fait que je vais juste refaire une transition pour nous remettre à la même place. Puis, manque de pratique peut-être dans le ring, manque de nervosité peut-être. Ils voyagent dans un autre pays, dans un autre continent, ils n'ont peut-être pas eu le temps justement de. Ils sont peut-être pratiqués une semaine, le match. Il y a beaucoup de matchs aussi. Il y a peut-être la fatigue également parce qu'il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de live events qui sont pas télédiffusés qu'il y a eu pendant cette tournée en Europe. C'est facile pour nous de dire il manquait de fluidité parce qu'on n'est pas dans le ring, mais c'est ce qu'on voit. Par contre, il doit sûrement avoir une excuse, ou pas une excuse, mais il doit avoir il doit avoir quelque chose plus haut qui fait comme, ok, ben, il manquait. Tu sais, ces 4 filles qui sont talentueuses, on veut pas diminuer le talent qu'elles ont. Mais nous, on analyse ce qu'on voit à la télé, puis ce qu'ils nous ont donné a été un peu sloppé. On va le souligner, même si on se doute qu'il y a peut-être quelque chose de plus que juste ce qui s'est passé là. Mais tout ça pour dire que c'est les madames qui reprennent, Bianca et Jade, qui reprennent la ceinture qui leur ont été volée il y a de ça quelques mois déjà. Avec des nouvelles vieilles championnes. Tant mieux. Oui. J'aime ça. Un match qui est seulement 33% des gens avaient la bonne réponse. Fait que, un petit peu surprenant pour le questionnaire. Les gens s'attendaient plus à ce que Unholy Union garde leur ceinture. On peut le voir de deux façons. Hein. Soit qu'on met les ceintures sur les filles pour que le clash ou la brisure soit encore plus grande et que on nous raconte cette histoire-là avec un élément de plus. Ou on aurait pu ne pas les faire gagner pour que ce soit la raison pour laquelle on brise l'équipe. Mais peut-être que cette brisure-là va venir seulement dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va peut-être avoir quelque chose qui va découler jusqu'à Survivor Series qui arrive quand même dans 2 mois. Fait que 2-3 mois même. Donc, ça dépend de l'histoire qu'ils veulent raconter à ce point-ci. Puis vers où on veut aller. Ça va être quoi le produit final. Fait que là, ça on le sait pas. Ben, on va le découvrir tous ensemble. Exact. Puis c'était le match le moins bien réussi. Fait où il y avait le plus de surprises, si on veut. Fait que personne n'a intervenu physiquement. Et le match a duré tout juste au-dessus de 12 minutes. 12 minutes 2 secondes. Et seulement 16% des gens avaient la bonne réponse sur ça. Fait qu'on a perdu des points, beaucoup quand même, dans ce match-là pour la plupart des gens qui ont participé au questionnaire de prédiction. Fait que ça ressemble à ça pour ce match-là. On enchaîne par la suite avec le 3e match de la carte. Le match CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match. Et c'était un strap match un peu classique. Fait que j'ai annulé la question de comment le match allait se terminer parce que il n'avait qu'une manière de terminer ce match-là. Donc, c'était pas pin, c'était pas soumission. C'était seulement taper les coins avec des lumières qui allument. La rouge, on la voyait moins bien. Comme si ça allait être moins la personne qui avait la couleur rouge qui allait gagner. Par hasard. Et moi, ce match-là, je le comprends, mais c'est tellement pas ma tasse de thé, ces matchs-là. C'est ultra storytelling. Ouais. C'est lent. La lutte est pas tant mise de l'avant que ça non plus. Toi, comment t'as trouvé ça? J'ai pas eu ça. Honnêtement, j'ai pas eu ça. La strap a été quand même bien utilisée. Les 4 coins aussi. L'histoire, justement, qui tournait autour de ces 2 gimmicks-là était quand même... de cette gimmick-là. C'est une gimmick qui vient... Un vient avec l'autre à ce point-ci. Ça fonctionnait, il a été bien. Je trouve que ça a été bien utilisé. Je comprends exactement ton point. Je l'ai noté aussi, je l'y ai pensé aussi de faire comme été. C'est slow. Déjà que le premier match, ça manquait de rythme. Le deuxième, c'était un peu sloppé. Là, on arrive dans un 3e match. On fait comme, OK, let's go, les gars. Rentrez-vous dedans, faites-vous mal, donnez-nous quelque chose. Il faut que l'énergie monte. Puis on fait comme, Là, la strap qui tient prêt à tomber 2 fois, là, c'était quand même bien fait, bien rattrapé dans le match. Mais la strap qui part des mains de Punk par 2 fois. Il y a eu une couple de beaux spots quand même quand Drew a juste déposé de façon violente Punk dans une table qui était en dehors du ring. Il y a des beaux spots. Mais entre ça,
très lent, très long, puis je pense que c'est vraiment pour être capable de cacher je dirais pas des défauts, mais les faiblesses de Punk à ce point-ci. Je pense que Drew aurait été capable de monter la machine, de craquer un peu, mais je pense qu'il fallait qu'on garde l'énergie. Le build-up a été quand même bien fait dans les circonstances. Aurait pu arriver pas plus vite, mais aurait pu être un meilleur pace pour se rendre vers la fin. Mais en général, je me suis surpris à regarder mon sel 2 fois puis à gosser sur Facebook ou sur Instagram pendant 2 fois pendant ce match-là. Fait que oui, ça m'indique que peut-être pas aussi passionnant que ça aurait pu l'être pour ça. Puis l'histoire du match, c'est très et tout comme on dirait le strap match, c'est ça, c'est que la première portion du match, c'est comme si on s'en fout un peu de taper les coins, là, parce que le but du match, c'est juste qu'on veut ça, se c'est venu casser la gueule. c'est venu dans le 3e tiers du match, là. Exact, mais tu sais, ce début de match-là, on dirait que c'est ça, c'est que les règles du match versus l'intention des 2 lutteurs, on dirait que j'aurais fait un autre type de strap match, tu sais, genre, soit un truc où il faut pas que tu tapes les coins, parce qu'au final, on voulait juste montrer que les deux, ils saillissent tellement avec un peu ouais. Ben, moi, je l'image, pensais que ça la allait être ça. métaphore du bracelet aussi. On est pognés les deux. J'étais excité, moi, de voir un vrai strap match à la Danielson-Stark où ça devient vraiment violent. Puis même si t'es pas au top de ta forme physique, un strap match, même si, comme si t'as pas peur d'avoir un peu mal le lendemain puis le surlendemain, ça peut être un excellent match. C'est pas ça qu'on nous a montré, malheureusement. Puis même le début de match, c'est comme il y a toute une attaque de Drew avant même le son de la cloche. Ouais. Par la suite, les deux veulent même pas toucher les coins au début, ils veulent juste se frapper puis se donner des coups de strap. On en a eu seulement 13 coups clairs de ceinture. Fait que dans le questionnaire, c'est une des questions. Dans le questionnaire, j'avais mis 30 et quelques parce que je m'attendais à un grudge match de coups de strap. Mais non, c'est pas ça qui a été Non, c'est ça. Fait que chacun en a fait à peu près 7 chacun. Donc, on a plus eu des. Tu sais, c'est moi le spot de justement. On pitch Punk à l'extérieur. Lui, c'était le spot le plus dangereux qui m'a quand même surpris là, que Punk le reçoive avec tout ça. Les commentateurs, je pense aussi Michael Cole me gossait un petit peu là, dans essayer de plugger avec une crowbar le fait que le bracelet était genre devenu un grand bracelet de Craig. Les deux. Des fois, j'étais genre, la personne qui a écrit ces lignes-là pour Michael, là, ça me gossait un petit peu, ce côté-là, un peu trop forcé de la gimmick à l'intérieur du match. Cependant, la fin, somme toute bien. Il y a le bout, justement, où on porte Punk par-dessus les épaules, puis là, les Punk en sournois touchent les coins en même temps que Drew. Mais là, après, tu sais, j'étais comme. Mais c'est ça, pourquoi ça l'annulait pas? Pourquoi les deux y allumaient en même temps? Je suis d'accord. Ok, ouais. Puis là, après, les deux repartent, toutes les lumières se ferment. Bref. Mais la fin claire au Punk, faire un GTS entre chacun des 4 coins pour comme un peu mettre le point d'exclamation de je vais te péter à la gueule avant de gagner ce match-là. Ça, j'ai quand même apprécié ça. Reprend son bracelet. La fin était le fun. La fin était le fun, oui. Il y a une couple d'affaires qui fait pas de sens aussi. Un gros sharpshooter où Drew tap out, là, il est plus capable de le prendre, mais ça change rien dans le match. Puis 2 minutes après, il fait un keep-up. C'est comme, ok, ben. Ah oui, c'est ça. Allez où la logique, là? Il y a un mais manque toi, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, ça ressemble un peu au manque de logique du premier match entre Cody. On n'utilise pas, ils sont supposés être dans le rouge, les jambes, là. T'es pas supposé être capable de faire un keep-up après ça, mais non. Avoir. Fait que c'est ça. On dirait que toute l'entièreté du pay-per-view, il manquait un petit peu de logique de cette manière-là au niveau du booking. Fait que, dites-nous, mais somme toute, c'était correct. Moi, j'ai aimé ça met fin à la rivalité, j'espère. On va voir. Je pense que oui. Là. La manière dont ça finit, ça n'a pas le choix. Là. Ça n'a pas le choix de finir à ce point-là. Punk a son bracelet. Ou s'ils veulent continuer avec les deux, mais changer l'histoire entre les deux, si vous voulez continuer à avoir cette feud-là. Ou, tu vois, partir un autre feud entre les deux. Mais l'histoire-là, merci beaucoup. On a mis une boucle sur le dessus, puis on passe à autre chose. Ouais. Un 19 minutes aussi, fait que, on leur a laissé le temps de bien la raconter. Quand même. Fait que, je pense que j'aurais pris un petit peu plus de lutte à travers tout ça. Mais c'est pas le choix qu'on a décidé de faire. Continue. Explique le prochain match, qui était notre match préféré. Moi, je vais aller voir parce qu'il commence à mouiller, puis ma porte patio en avant est ouverte. J'en reviens. Parfait. Fait que prochain match, on y va avec... c'est notre match préféré, à moi et Pierre. C'était le match mixte en équipe. L'histoire qui est le fun à écouter dans les dernières semaines entre Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominic Mysterio et Damien Priest. Et l'entièreté du Judgment Day, si on veut, l'implosion du Judgment Day au complet.
la relation de Dominic et Rhea qui s'est détruite, qui s'est terminée à SummerSlam de manière un peu dramatique. Et c'était, selon moi, le meilleur match qui a réussi à bien équilibrer le côté storytelling, le côté in-ring. C'était vraiment le fun à regarder. Le rythme était bon. Puis pour vrai, Rhea, quel méga star. Incroyable. Elle relève tellement toutes. Les expressions qu'elle a quand elle est fâchée, quand elle vend, quand elle veut casser des gueules, quand elle fait des soumissions. Ça part à partir de l'entrée. Là, son intensité puis son charisme, c'est à partir de son entrée. Là. Dès que sa musique part puis qu'elle rentre, elle est là. Puis le clash entre Priest et Rhea. Tu sais, Priest qui arrive semi-beige un peu dans l'entrée. Et là, Rhea, la toune part, tout rentre plus bien avec elle. Arrive avec sa grosse intention. On dirait qu'elle même elle la donne à Priest qui pogne une coche d'intensité quand Rhea arrive. 100%. Fait que tu vois, en tout cas, ça va être. Elle est tellement jeune, elle va tellement être une méga star tellement longtemps. J'espère qu'elle n'arrivera rien au niveau des blessures. Puis elle lutte d'une façon où elle va être capable de lutter longtemps. Elle fait pas de si grosses moves que ça qui est dur sur son corps. Là. Fait que, Charlotte est tough sur son corps de la façon qu'elle lutte, tandis que Rhea est capable de faire des bons matchs sans non plus faire un moonsault de la troisième en dehors du ring 2 fois par match. Fait que, tout était bon, tout a bien raconté. Celle-là faisait du sens. Celle-là était le fun d'un bout à l'autre. Vraiment. Effectivement. On a commencé le match avec un peu teasé est-ce qu'on allait avoir Rhea qui veut frapper Dominic. Bon, on va y arriver éventuellement, mais c'est comme ça qu'on le tag au début. Fait que finalement, c'est Liv qui vient un peu prendre les coups, prendre un peu la domination de Rhea en début de match. À quelques moments, quand même, Dominic essaie de reprendre l'avantage. Un affrontement entre Priest et Dominic. Quand même, je trouvais que leur chimie était bonne. Je trouvais que quand même Dom était bon dans ce segment-là de match. Là, entre autres, ses moves à travers Springboard par-dessus la troisième. Il est fait bien, il est bon. Il est fait aussi différemment que n'importe qui. Là. Fait que je trouve qu'il a vraiment son style à lui pour traverser les cordes. Un beau Tornado DDT aussi qui a été fait pour un compte de 2. Et dès ces premiers affrontements-là, c'est là qu'on voit Liv, quand l'arbitre a le dos tourné, en profiter pour donner des coups à Damien Priest. Fait que là, on avait déjà une première interaction entre un homme et une femme. C'est une des questions dans le questionnaire. Mais celle qu'on voulait voir, c'était plus celle entre Rhea et Dom. Et quand on l'a eu, tabarouette, que le sel de Dominic était bon et que à quel point elle était frustrée, fâchée, mais en même temps tellement contente de faire mal. Quand elle met dans le coin en soumission, dans les jambes, puis elle l'étrangle de même. C'est full circle. On raconte l'histoire du début de la relation entre Dom et Rhea jusqu'à la fin de cette relation-là. Le turn de Dominic a parti, le premier turn, là, celui d'il y a 3 ans ou 2 ans et demi, a parti à partir de ce move-là. Mamie a commencé à exister et Dirty Dom a commencé à exister. Dom qui se battait avec son père en équipe contre le Judgment Day. Puis Rhea lui a fait ce move-là dans le coin et l'Internet a pris en feu. Puis c'est à partir de là qu'on a vu le nouveau personnage de Dom commencer à grandir et celui de Mamie aussi. Et là, dans ce match-là, on fait exactement la même séquence. C'était d'une beauté. La phase de Rhea quand elle fait. Là, elle est heureuse, elle est contente que ça marche si bien. C'est bon. En tout cas, c'était vraiment le moment très... c'était bien. Une catharsis. Catharsis, exactement. Fait que si jamais là, vous avez eu un ex qui vous a fait chier, là, je pense que c'est une manière de faire yes sir, causez la gueule à ce trou de cul-là. Et finalement, ben là, tout le Judgment Day décide de venir aider ce qui reste. Les pas fins. Des méchants. Fait que viens aider Liv, viens aider Dominic. Mais c'est pas assez, ça marche pas. Même si JD mange une droite de la part de Rhea, même si Priest se défait de Finn. On raconte vraiment toute l'histoire, mais c'est pas assez. Les Terror Twins remportent ce match. Très bien fait. La fin aussi avec le 2 bout. Le 2 Razor's Edge en stéréo. Razor's Edge qui est lancé. Tabarouette, et le timing aussi très bon. Les deux sont exact. Tu sens le petit OK, on y va. 1, 2, 3, go, on y va. Puis non, c'était excellent. C'était très, très, très bien fait. Plus axé sur la lutte. Plus axé sur la lutte que le match entre Rhea et Liv. Parce qu'on rajoute Damien, parce qu'on rajoute plus d'éléments, fait qu'on peut se concentrer un peu plus sur la lutte. Mais même les petits moments qu'on a eu entre Rhea et Liv, c'est Rhea qui avait l'avantage, mais j'ai trouvé ça un peu plus. Le timing était mieux côté lutte
Il y avait vraiment une bonne chimie, Liv et Rhea, là, moi j'ai trouvé. Là, tu sens qu'ils ont, tu sais, c'était des amis avant, ils ont été en équipe, puis que maintenant, ils sont une contre l'autre, mais la chimie reste. Aussi, un magnifique coup de la corde à linge sur la table des commentateurs que Dominique te vend ça là, en flippant par en avant. Tabarouette que c'était beau aussi. Vraiment. J'ai vraiment trouvé que les 4 ont bien ressorti de ce match-là. Ils ont focusé sur les forces de tout le monde, puis ça part. Ouais. C'était très... moi, c'est le meilleur match, si vous en avez un à regarder, c'est celui qu'on vous conseille. C'était nos matchs préférés. Mm-hmm. Et même si c'est au final... Puis tu sais, 14 minutes, c'est beaucoup moins long que les 2 autres matchs d'avant, mais tabarouette, c'était efficace. Puis ouais. Tu leur donnes 20, c'est pas le même match. Tu leur donnes 10, c'est pas le même match non plus. C'était juste bien fait. Bien raconté. Ouais. Le climax était à la bonne place. Le finish pour se rendre là. L'intervention, le coup d'entaque. Comme tout était extrêmement bien placé. Bravo pour ce chef-d'œuvre. Et le gros pin de Rhea sur Liv, qui peut-être va amener à un nouveau rematch, parce que là, elle a un pin sur la championne. Absolument. On n'a pas vraiment eu un rematch aussi 1 contre 1 encore, fait que d'après moi, c'est pas terminé, cette histoire-là. Moi, j'aimerais savoir cette montée-là vers la ceinture, un peu ce que Jericho faisait il y a 1 ou 2 ans, quand il était avec le JAS, Jericho Appreciation Society, où n'importe qui voulait se rendre à lui, ou ce que MJF faisait. Anyways, on l'a fait à l'ordi comme 2 fois dans la même année, ce qui était niaiseux, où on doit passer au travers de 2, 3, 4, 5 lutteurs avant de se rendre à la championne. J'aimerais ça voir Rhea juste passer au travers de tout le monde. Puis on se rend à, je sais pas, Survivor Series, où on se rend à Royal Rumble, où elle va aller rechercher la ceinture qui lui est due, en fait, qu'elle n'a jamais perdue. Fait que j'aimerais ça que ça se pour raconter. Plutôt que de se rendre à, dans 3 semaines, on a un autre pay-per-view, ils se battent en simple, à gagner la ceinture. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de plus, un peu de raconter dans cette histoire-là. Encore une fois, on va découvrir ensemble ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais. Ben, tu vois, moi, de mon fantasy booking pour cette histoire-là, je te le dis tout de suite. Je le gardais depuis quelque temps. Chaque année, je fais une chronique. Mais là, je vais le dire, là, OK? Moi, ce que j'aimerais, et ce qui serait possible, moi, ça serait jusqu'à WrestleMania. T'as un premier segment, peut-être jusqu'à Survivor Series, ou peut-être on veut vraiment les tirer jusqu'au Royal Rumble, où c'est on s'attaque à Liv, on veut regagner cette ceinture-là de Rhea Ripley, qui finalement va la regagner et garde son règne jusqu'à WrestleMania. Mais à WrestleMania, tu lui fais faire un double match. Fait un match pour la ceinture féminine, mais tu lui fais également un match pour une des ceintures de Monsieur Midcard que tu fais gagner à Dominique Mysterio et que tu as enfin, depuis plusieurs années, le premier match mix homme contre femme pour une ceinture mid. Et s'il y a quelqu'un dans la compagnie qui est légitime d'avoir une ceinture, de se battre contre les messieurs et que tout le monde y croit, ben Rhea Ripley, c'en est une. Et ça serait tellement une bonne fin d'un match entre Rhea et Dom à WrestleMania. On close cette histoire-là à Mania pour la ceinture. Exact. On les sépare, eux autres, ils se parlent plus, ils se touchent plus, jusque-là. Moi, je pense que ça serait une bonne manière d'avoir une fin, le fun à toute cette histoire-là, que ça se termine entre un match entre les deux. Tu viens vraiment cimenter la légende de Rhea Ripley, ce qu'elle est. Il y a un peu de Dominique Mysterio aussi parce qu'on s'entend. Eddie a eu des matchs avec Chyna également. Oui. C'est un peu le même type d'histoire qui a été raconté, puis je pense que Dom... ça ne dérangera pas ça va pas nuire à sa carrière ou son aura. non, mais pour vrai, ça l'ajoute au heel qui est. Puis absolument. Le pelt contre Rhea, il n'y a rien, je pense, de gênant là-dedans. Mais j'espère qu'avec Netflix, on va voir cette ouverture-là un peu plus. Ben exact, moi c'est pour ça, le truc à Netflix, j'ai l'impression que ça va ouvrir les portes à ce genre de truc-là. Ouais. Et pourquoi pas, là je le donne gratuit, là, mais un bon catchphrase, là, elle fait un peu déjà, mais tu sais, on avait le Suck It de la D-Generation X. Moi, j'aimerais bien un Lick It de la part de Rhea Ripley. Elle a fait un Suck It en début de match. Mais tu sais, tu fais qu'elle call, I got 2 words for you, Lick It. Puis, tu sais, un Netflix, ça sonnerait dans une arena. Moi, c'est pas le genre de t-shirt que j'achèterais de lutte, là, mais celle-là, je l'achèterais juste pour... Oh! En tout cas, ça serait bon. Moi, je vous le donne. Let's go, faites-les de WWE. Je pense que ça marcherait. Puis j'ai l'impression que le deal de Netflix risque d'ouvrir un peu les possibilités d'avoir des trucs un peu plus vulgaires dans ce style-là. Mais moi, je trouve que ça marcherait full bien avec le personnage. Puis
avec l'aura qu'elle a. Fait que, Absolument. on va voir si ça s'en vient, mais c'était notre match préféré. Et c'est, je crois, moi, la rivalité préférée dans cette première moitié Mais d'année. c'est quand même bon. juste le vidéo package d'avant-match, habituellement, je les skip quand j'écoute pas live. Là, je l'écoutais live. Ouais. Et je voulais perdre un peu l'intérêt après le match de ceinture de strap. Et juste le vidéo package d'avant le match, j'ai fait comme... la dissolution, L'implosion. L'implosion du Judgment Day. C'était beau, c'était le fun. Le recap de tout ça, c'était vraiment bien fait. Mais WWE, c'est rare qu'ils manquent leur shot quand ça vient au vidéo package. Fait que, props à eux, mais tout ça. Il y a eu un autre beau vidéo package dans le pre-show qui expliquait les couples dans l'histoire de la WWE. Vu que, les Dom qui fait partie de 2 couples dans cette histoire-là. Fait que, surtout, c'était un bon vidéo package que j'ai bien aimé. Intéressant. Fait que sûrement ils vont leur représenter ce genre de truc qui se recycle bien à travers les différentes histoires. Oui, c'est sûr. Prochain match et main event. Et je crois que c'était le bon choix également de main event pour Berlin, pour la ville. La personne qui a construit sa carrière sur le circuit indépendant. Walter à l'époque, maintenant Gunther, qui main event, un pay-per-view en Allemagne. C'était de... Je suis déçu, je ne l'ai pas mis moi dans mon questionnaire, que ça allait être ça le main event, mais avec... je pense que j'aurais dû mettre ça, parce que c'était tellement logique, c'était tellement mieux de mettre ça dans le main event. On dirait, j'ai comme pensé comme Vince McMahon, mais je suis comme, non, c'est rendu Paul Lévesque là, qui dirige, là. Il fait les trucs logiques maintenant. Gunther, c'était ça le truc logique. Les entrées, là on va y venir, là. Tabarouette, c'était-tu interminable l'entrée de Randy Orton? C'était tellement là. Il y a eu 4 loops, je pense, de sa chanson. Je veux l'aimer là, parce que je l'aime, mais cette version de Randy Orton-là, lisse que je m'ennuyais pas de ça. On dirait, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'ils ont fait une espèce de caméra 4K qui filme juste Orton tout le long, très lentement, avec tout le monde qui chante sa tune comme si c'était les voix dans sa tête. Je pense que c'est l'effet qu'on voulait donner. Mais là, c'était ben trop lent, là, genre... Tu sais, c'était lent niveau Undertaker, puis j'étais comme... Là, un moment donné, puis là, il est pas arrivé dans le bon queue dans le coin, fait qu'il a fallu qu'il attende full longtemps avant de faire son avant que le loop revienne, oui, c'est ça. Le loop revienne pour qu'il fasse son move avec ses bras. Tabarouette que c'était long. Bref, on a perdu un bon 4-5 minutes juste avec l'entrée d'Orton. Gunther qui arrive, je pense que j'aurais pris moi une petite chorale, un petit quelque chose là. Oui. Qui crie Zéro genre entrée spéciaux, Gunther. Hein? Zéro entrée spéciaux, mais je pense que je l'aurais pris pour Gunther là. Une petite chorale d'enfants qui chante là, sa chanson. J'aurais aimé qu'à ce point-là, on reprenne sa tune qu'il avait à NXT. Ah ouais, ça aurait pu être bon également. Avec la foule qui chante là. À NXT, ça m'a fait pleurer cette tune d'entrée-là quand les 2 boys étaient avec lui. Là, même qu'il était 3 un moment donné. Il y avait 3 Stooges avec lui. C'était Imperium. Imperium, on parle plus d'Imperium. Là. Ça fait un petit bout là, ça n'existe plus. Là. On est rendu avec les noms. C'est justement Ludwig qui est venu faire l'introduction en allemand de Gunther au lieu de Samantha Hardin. Et on a un début de match qui sous les cris, les chants de la foule. On prend le temps de... Un peu comme Sami Zayn et Roman Reigns avaient fait à Montréal. On prend le temps vraiment d'absorber. Bon, évidemment, c'est des chants en allemand. Je sais pas s'il y avait le In Your Face ou des trucs comme ça, mais c'était un bon 2-3 minutes là, où même Orton prend la peine de s'arrêter puis d'acknowledge un peu ce qui se fait. Un peu en milieu de match également, on a eu une vague qui est partie. Orton a arrêté le match pour regarder la... J'ai trouvé ça comme... J'étais comme, pourquoi le chokehold a une si grosse réaction? La caméra recule un peu, puis tu vois les gens en arrière se levant en faisant la vague. Je suis comme, les gars attendent que la vague passe pour reprendre le contrôle de la foule et continuer le match. C'était très vétéran de la part d'Orton. Il a acknowledge ça, puis là ça a fait que ça allait arrêter, puis on a pu passer à d'autres choses. Puis ils l'ont pas souligné, ils l'ont pas pointé, ils ont juste fait qu'on va attendre que ça passe, puis après ça on va être capable de retourner dans le match. Le match qui a eu pas des holy shit, mais This is Awesome, qui a eu des beaux petits moments, mais honnêtement, là, avoir un TDA et regarder ce match-là, c'est tough. En tabarnak. C'est long. C'était le rythme de Randy Orton, beaucoup plus je sais que pas, le rythme de Gunther. Là. Tabarouette que c'était des mouvements d'impact,
mais tellement espacé par des longs moments Ouais. où on vend, Exactement. où on se dirige vers le prochain spot. Hey, les tranquillement, pas escaliers, vite. là. Les escaliers, là, que t'installes à côté de la table. Peux-tu prendre plus ton temps que ça? Ça a pas. T'es Ils sont lourds, Pierre, Je sont sais, lourds, mais ils sont sont lourds, Randy. tellement T'as-tu vu ses lourds. muscles? Il y a des muscles qui finissent plus de son chest pis tout, là. Un moment donné, là, place. C'est pas un set Lego de 3000 pièces que tu montes, là. Il y a 2 morceaux, Randy. Tu mets la base, tu mets l'autre par-dessus. Tu veux-tu le faire, ton crise de move, ou tu veux passer à autre chose? Je sais que t'es une légende, là, mais Simonac, c'est des. Tu l'as déjà fait 1000 fois, cette écrit cette affaire-là. Fais-le, rentre au bout. Moi, j'avais faim, j'avais soif, je voulais passer à autre chose, je voulais que le match se finisse, je voulais savoir comment on se rendait jusqu'à la fin. Puis une crise de Avoir chance tes que la points fin dans était le quand même le fun. là. questionnaire. Je voulais des points dans le questionnaire à un moment donné, le 3h07. Coupe ça de 7 minutes, tu me donnes un point de plus, puis tout le monde est content. Un moment donné, win-win, Simonac, Randy. Hey, cependant, je vais quand même noter quelques beaux spots qu'il y a eu à travers tout ce match-là. Le pitcher Gunther dans les escaliers. Gunther était bien, t'es un des Ouais. gars qui rentrait bien dans les escaliers que j'ai vus. Il les a fait bien revoler. On a eu les classiques Orton qui dépose un humain sur une table. Mais je pense que pour une des rares fois dans ma vie, j'ai vu Orton casser une table lorsqu'il dépose un humain sur une table. Mhm. Et pour vrai, à ce spot-là, j'étais comme, ils vont-tu le donner à Orton? Parce que Ouais, là, oui. on a comme enchaîné, on détruit une table sur le haut de l'escalier qui a pris 1000 ans à monter. Ensuite, on le ramène dans le ring, on réussit à faire le RKO. Mhm. Puis là, il est pas loin des cordes. Il va peut-être prendre la corde ou peut-être rouler à l'extérieur. Non, fait le pin. 1, 2 et quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Un kick-out. Simplement 2. Un RKO, un kick-out clean. Là. Ouais. Juste pour montrer la force de Gunther. Écoute, c'était quand même impressionnant. On a eu une petite, un petit avant-goût, en tout cas, une petite inspiration de la All Elite Wrestling parce que les règles à l'extérieur du ring des décomptes, c'était lousse. Hein, puis même au point que Michael Cole, Il a fallu qu'il le call une couple de fois. Là. Il a même dit à un moment donné, là, l'arbitre a arrêté son compte là, parce que là, il essaie de contrôler ce qui se passe. Puis là, Randy, ce qu'il fait, là, parce que là, il faut qu'il parle. Fait que là, il a arrêté son compte. Fait que il faut que t'expliques pourquoi, d'une façon imaginaire, l'arbitre arrête le compte. Parce que c'est long. En tabarnak, là. Bon, au moins, c'était la bonne arbitre pour ça, parce que c'est l'arbitre qui est tout le temps un peu shady. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Lui, il triche des fois, tout ça. Fait que là, au moins, c'est la bonne personne. Écoute, le drop kick de Gunther, moi, je le trouve super beau. Incroyable. Il monte tellement il monte haut. haut là. Mm-hmm. Il a également fait un super beau splash. Tu sais, c'est quelque chose qu'on voyait pas non plus tant que ça Gunther faire en début de carrière, mais t'as saut de la troisième Gunther, corde en splash. depuis. Non, son splash, c'était dans son arsenal depuis longtemps. C'est juste que ça fait peut-être un petit bout qu'il sortait moins. Là. Quand il a comme perdu du poids, il le faisait plus parce que ça n'avait pas le même impact. Ou il le faisait moins parce que ça n'avait pas le même impact, j'ai l'impression, visuellement. Puis je pense que là, ça va être Vince qui disait ça. Là. You lose weight, it doesn't matter if you go from the top rope. Puis là, sûrement que quelqu'un fait comme non, fallait ton splash, là, ça fonctionne. Là. Fait que, ouais. Mais j'ai aimé comment c'est fini aussi. Par soumission. Par soumission, je pense que c'est la bonne façon de le finir, surtout que. 2 victoires par soumission de Oui. Gunther. D'après moi, c'est peut-être le champion qui gagne souvent par soumission. On vous donne un petit hint pour les prochains. Mais c'est la façon, contre Randy, c'est la façon, parce qu'il se place pour le RKO. Tu veux l'attirer un peu là-dedans pour qu'il se mette pour le RKO. Puis là, tu viens le pogner en choke. Fait que c'est la façon logique de finir ça. Je pense que Randy va gagner cette ceinture-là. Pas tout de suite. Si on veut nous raconter une histoire avec John Cena dans la dernière année, je pense qu'il nous reste encore un moment avant que... Est-ce que c'est Randy qui va l'enlever de Gunther? Je ne sais pas. Si oui, ça va être à All Royal Rumble, ça va être à Mania l'année prochaine. Ça sera pas tout de suite. Mais on a une histoire à raconter avec John Cena. Je sais qu'il en manque 2 titres pour accoter John Cena. 2 règnes. 2 pour se rendre à 16, 3 pour avoir le record. Je pense pas que Randy va viser le record. Moi, je pense que je mettrais Randy à 15. Ouais. Une coche en dessous de Ric Flair puis de John. Puis je pense que je mettrais John, moi, à 17, personnellement. Ouais, moi aussi. Mais c'est ça. Je pense que j'y en donnerais un autre. Est-ce que ça sera... Moi, on dirait que je le verrais peut-être plus vers la fin, moi. Vers sa fin, lui. Fantasy Poking. Mais vers la fin. Si Cena a gagné la ceinture, Randy pourrait être une personne logique pour lui enlever. Je suis d'accord. Ça serait une belle fin également. Si son dernier match est face à Randy, ça rappelle beaucoup de choses avec leur longue histoire entre les deux. Mais tu sais, somme toute, un match, je crois que plusieurs personnes vont peut-être plus apprécier que ce que nous on a fait. Moi, c'est le pace que je trouve un petit peu trop lent. Mais au niveau de la logique du match, c'était respecté. Au niveau de l'impact des coups, c'était respecté. Oui. Puis je pense que tout aurait peut-être pris un petit peu plus de
de chop sur le chest de Randy Orton. 100%, mais tu sais, si Randy... C'est ça. Randy s'est dit « chop-moi pas trop », écoute-le. C'est ça. Mais il y a quand même eu des beaux moments, puis le kick-out du RKO m'a quand même fait un peu... On le bâtit fort. Gunther va être tough à détrôner. D'après moi, on s'enligne vers un très long règne, Gunther. J'ai hâte de voir, mais... Mais si on serait à Mania, même passé Mania, est-ce qu'on va faire un an complet? Un tour d'horloge? En tout cas, moi, je pense à... S'il y a un record... En tout cas, on en parle beaucoup là, dans les entrevues, mais que Gunther, 75% de son temps qu'il a passé à la WWE, il l'a eu avec une ceinture. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est le personnage qu'on va construire. Fait que ça sera peut-être pas toujours une des grosses ceintures, mais j'ai l'impression que Gunther passera pas beaucoup de temps entre ses règnes, pas de ceinture. J'ai l'impression qu'il va rapidement regagner souvent les ceintures parce que il est exactement le type de champion qui est bon champion. Parce que c'est l'homme à abattre. C'est ça. Puis ça fait monter le challenger plus 100%. Haut. Alors que lui, c'est l'indestructible. Je trouve qu'il est moins le fun pour chasser la ceinture Gunther. Il est plus le fun pour l'avoir. Donc, à voir si un jour il y aura une run plus pour aller la chercher. Mais moi, je trouve que ça fonctionne, la run qu'il y a eu avec l'Intercontinental, puis là, qu'il va peut-être avoir avec la World Heavyweight. Donc, à voir. C'était quand même un bon match. Je pense que ça faisait du sens, mais c'était pas notre préféré. Je m'emporte pour le show, mais j'ai pas détesté le match non plus. Les moments étaient... Les bons moments étaient bons. C'est du Randy Orton, regarde. On pourra pas changer une légende, là. Exactement. Puis, à la fin du match, un signe de respect entre les deux. Hein. On s'est donné la main. Et je pense que c'était Miz qui disait ça en post-show. Que c'était quasiment... Tu sais, de l'habitude, l'impression que ça avait, c'était comme si Gunther donnait son respect à Randy Orton. Alors que, tu sais, avec la légende qui est Randy Orton, ça aurait peut-être... Ça devrait être l'inverse, mais j'aime l'aura qu'on construit de Gunther, que c'est Gunther qui donne son respect à Randy Orton, qui est la légende. Fait que, non, j'aime ce qu'on fait avec Gunther présentement. 100%. Je pense que c'est le bon truc. Moi, dans mes étoiles de ce spectacle-là, je vais le donner, moi, évidemment, à Rhea Ripley, ma première étoile, de loin. En deuxième, je pense que je vais aller Liv et Dom, à égalité. Je pense troisième, y aller que... Je vais dire Gunther. Je pense qu'il y aller Gunther. Je vais aller bien, même chose, mais Bianca en troisième. Bianca en troisième pour sa job dans son match. Parfait. Fait que dites-nous, vous, dans les commentaires, ça serait quoi vos 3 étoiles de ce pay-per-view-là, à qui vous les donnez. Et ça fait le tour un peu de cette carte-là, de ce pay-per-view qui passera, je pense, pas à l'histoire, mais qui était quand même le fun d'en avoir un autre en Allemagne, en Europe. On va passer à l'histoire parce que c'était la plus grosse gate de l'histoire dans un aréna de l'histoire de la WWE. Le commentateur allemand qui est venu sur l'arène, sur le ring pour nous donner la bonne nouvelle, finalement, de façon allemande, parce qu'il parlait en allemand. Exact. Et c'était une question, est-ce qu'il allait avoir un segment au micro? Et j'ai compté ça comme un segment au micro. Je suis d'accord. Le monsieur qui vient nous dire que il y a eu on a battu le record d'argent. C'est d'argent, pas nécessairement de nombre de personnes. Non, c'est la gate, c'est en nombre d'argent, c'est ça exactement. Exact. Mais est-ce que vu que c'est en euros, le taux... Exact. Ça aide, vraiment, on joue avec les chiffres. Tu sais, quand on dit on bat les records, vraiment, on les voit pas tant que beaucoup. On s'arrange pour qu'on les batte de genre 1000$. C'est un décor minimaliste, fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont installés où il y aurait un décor habituellement, où il y a le gros tide neutral habituellement, mais là, c'est juste il y a du monde qui sont assis là. Fait que si c'est un aréna de, je sais pas moi, de 18 000 personnes, puis t'as à peu près ce nombre-là de gens qui sont assis, plus les gens qui sont assis par terre. S'il y a des gros prix qui sont mis parce que c'est un pay-per-view, c'est un PLE, on met ça en termes d'euros avec le taux de change qui varie, qui change, qui est plus gros, l'euro qui vaut plus que l'argent américain. On a battu les sommeliers de l'économie, c'est ça qu'on est. Ouais, mais si vous sans faire, si vous êtes intéressé à un podcast WrestleNomics qui est vraiment intéressant, souvent qui va analyser ce genre de record-là puis qui vient tout détruire complètement ce que c'est, mais qui va faire l'analyse des chiffres beaucoup dans la lutte. WrestleNomics, je le conseille, c'est très très intéressant comme podcast. Ouais. Et pour les questions bonus à Twitter, quel allait être notre match préféré, personne ne l'a eu. Même pas nous deux. Même pas nous deux, c'est ça. Non, on n'a pas eu que ça allait être le match mix qui allait être notre préféré. Fait que ça revenait beaucoup Cody KO puis Gunther Orton. C'était vraiment les deux. Vous nous connaissez bien quand même. Déjà.
Fait que ça, mais finalement, non, ça a été le match mix. Et un gros merci également. Il y a eu plusieurs commentaires pour mon retour. Fait qu'un gros merci à tout le monde pour les commentaires. C'est gentil. Yes. Et également quelqu'un qui a dit effectivement, le match entre Punk et McIntyre, il peut pas se finir par un pin et une soumission. Fait qu'on t'a écouté. On a enlevé complètement cette question-là vu qu'elle faisait pas de sens dans ce type de match-là. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Nous, on se revoit au prochain épisode pour un preview déjà d'un autre pay-per-view. Écoute, ça s'enchaîne. Les pay-per-views, là, on y va avec All Out de la All Elite Wrestling. Fait que ça va être samedi, ce coup-là. D'habitude, c'est les dimanches, les pay-per-views de la All Elite. Mais là, ils l'ont fait le samedi. Fait que samedi le 7... samedi 7 septembre aura lieu le pay-per-view. Fait que vous aurez, comme c'est en Amérique du Nord, cette fois-ci, vous aurez jusqu'à à peu près 5-6 heures avant que le pre-show commence pour répondre aux questions. Ça va être mis en ligne jeudi en même temps que notre prochain épisode, le 5 septembre. D'ici là, ben, likez, allez nous suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Un gros merci. C'était Max Supérieur ainsi que Gaston Gay. les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde!